C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un policier qui tire à bout portant sur un manifestant à Nairobi au Kenya. L'agent a été arrêté. L'homme est dans un état grave. Il manifestait pour protester contre les violences policières. Au moins 9 personnes ont été blessées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Les détails dès le début de ce journal. L'alerte du CICR en République démocratique du Congo. Le système de santé est à bout de souffle, mais dans le nord et le sud Kivu, l'insécurité et la baisse drastique des financements des organisations humanitaires aggravent la situation. Parmi les fléaux sanitaires, les explosifs et les mines antipersonnelles, nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on vous emmène en Côte d'Ivoire pour vous parler d'une pathologie très handicapante, le goitre. De nombreuses femmes en souffrent. Une association permet à certaines d'entre elles de s'en débarrasser grâce à la chirurgie. Reportage à suivre. La capitale kenyane secouée par de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des manifestants venus protester contre les violences policières. Un policier a tiré sur un homme à bout portant. Il a été arrêté et les manifestants ont été attaqués par des voyous à moto. 9 d'entre eux ont été blessés. Florent Rodeau. Ils sont venus demander justice. Dans les rues de Nairobi, ces Kenyans sont en colère. Ils veulent la démission d'un homme, le sous-inspecteur général de la police. C'est honteux. La police est censée nous protéger, mais elle se range du côté des voyous. C'est de la psychologie inversée. Police, honte à vous. Une pression qui porte ses fruits. Ce mardi, le numéro 2 de la police kenyane s'est mis en retrait. Point de départ de ces manifestations qui durent depuis plusieurs jours, la mort d'Albert Ojwang. Âgé de 31 ans, cet enseignant et blogueur est arrêté le 6 juin dernier pour des publications sur les réseaux sociaux. Des posts dans lesquels il accuse un haut responsable de la police kenyane de corruption. 2 jours plus tard, il est retrouvé mort au commissariat central. La police l'assure alors, Albert Ojwang s'est suicidé en se tapant la tête contre les murs de sa cellule. Une version démentie par le rapport d'autopsie, les nombreuses lésions au crâne et au cou qu'il présente étant incompatibles avec des blessures qu'il se serait lui-même infligées. L'autorité indépendante de surveillance des services de police, elle, est catégorique. La vidéosurveillance du poste de police a été trafiquée et les disques formatés, un jour seulement après la mort du blogueur dans sa cellule. Dans les jours qui suivent, 2 policiers et 1 civil sont arrêtés. L'enquête est toujours en cours. En République démocratique du Congo, le CICR tire la sonnette d'alarme. Le système de santé est à bout de souffle dans le nord et le sud Kivu. En cause, l'insécurité et la baisse drastique des financements des organisations humanitaires. Parmi les dangers auxquels sont exposées les populations, des restes d'explosifs de guerre dispersés dans des zones après des mois d'affrontements. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Munitions, mortiers, obus ou encore grenades, les restes d'engins explosifs ont contaminé de nombreuses zones dans le nord Kivu, notamment des zones habitées comme Sake et Goma où les bombardements ont été intenses. Alors ces engins de guerre qui n'ont pas explosé représentent une menace pour la vie des habitants, surtout s'ils sont manipulés ou touchés. Ils ont blessé au moins 500 personnes depuis janvier selon les organisations humanitaires. Les enfants sont les plus touchés. Le risque principal, c'est souvent le manque d'information. Donc les enfants ne reconnaissent pas forcément les engins explosifs ou ne connaissent pas les activités qui peuvent les mettre à risque. Donc ça peut être, ici on l'a vu beaucoup dans l'est de la RDC, ça ressemble à un petit objet qu'un enfant va ramasser en jouant et malheureusement en le manipulant, en le jetant, en essayant de le brûler, un accident va arriver et l'enfant peut être malheureusement blessé ou tué. Il y a plusieurs cas qui ont été recensés. Récemment à Sake, un enfant a malheureusement joué avec une grenade. La grenade a ensuite explosé et il y a eu une blessure assez grave à la main. Les opérations de déminage, d'habitude menées par des organisations internationales, sont à l'arrêt faute de financement. Les zones contaminées par des munitions qui n'ont pas explosé sont simplement identifiées et marquées par certaines organisations humanitaires. L'objectif, c'est de prévenir les accidents. La menace est d'autant plus réelle que des affrontements à l'arme lourde ont été signalés fin mai dans le territoire de Rutshuru.
On vous parle également ce soir de l'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Le parquet belge réclame un procès à Bruxelles. Il a requis le renvoi de l'ancien diplomate belge Étienne Davignon devant le tribunal correctionnel de la capitale. À 92 ans, il est le seul encore en vie des 10 suspects ciblés dans la plainte pour crime de guerre déposée en 2011 par les enfants de Patrice Lumumba à Bruxelles. L'ancien Premier ministre avait été assassiné en 1961 par des séparatistes de la région du Katanga avec l'appui de mercenaires belges. En Ouganda, une loi permet désormais à la justice militaire de juger des civils. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un instrument contre l'opposition à l'approche de l'élection présidentielle. Le cas de l'opposant Kizza Besigye, emprisonné depuis plus de 6 mois, est particulièrement préoccupant. La correspondance régionale de Juliette Monti. C'est officiel, les civils pourront être jugés par des tribunaux militaires en Ouganda. Le président Yoweri Museveni a promulgué la loi après son passage au Parlement, et ce, malgré une décision de la Cour suprême en février dernier qui avait jugé la pratique inconstitutionnelle. La justice avait alors été contrainte à transférer le dossier de l'opposant politique Kizza Besigye vers une cour civile. Mais cette nouvelle loi prévoit désormais des circonstances exceptionnelles pour soumettre des citoyens ordinaires à la justice martiale. Parmi elles, la possession illégale d'armes, l'un des chefs d'accusation visant Kizza Besigye. L'opposant politique encourt aujourd'hui la peine de mort. Les critiques dénoncent une loi politique spécialement conçue pour cibler les opposants, et ce, à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Le président Museveni, qui dirige le pays depuis 1986, n'a pas encore officialisé sa candidature. L'avocat des droits humains et activiste Aaron Kizza, lui-même emprisonné par un tribunal militaire par le passé, a d'ores et déjà déclaré qu'il contesterait la loi en justice. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le bilan d'une attaque survenue dans le centre nord du Nigeria ce week-end. 150 personnes sont mortes lors de cette attaque. Plus de 6000 personnes ont fui leur village dans la nuit du 13 au 14 juin. L'État de Benue est régulièrement ciblé par les violences entre communautés d'éleveurs et d'agriculteurs. Bless Malanga, figure emblématique du journalisme au Zimbabwe, a été libéré sous caution en attendant son procès. Il était en détention depuis 2 mois et son procès a été renvoyé à plusieurs reprises. Les autorités lui reprochent d'avoir interviewé un opposant appelant au départ du président. Cet important gisement d'or découvert en Côte d'Ivoire, annonce de la société minière australienne Resolute Mining. Les réserves sont évaluées à 100 tonnes de métal jaune dans le sous-sol du département de Doropo, à la frontière avec le Burkina Faso. La compagnie prévoit de commencer la construction début 2026 pour une durée de 2 ans. Et on reste en Côte d'Ivoire pour vous parler d'une pathologie visible et stigmatisante, le goitre. Des centaines de femmes en souffrent, les diagnostics sont souvent tardifs et les interventions hors de portée. Une campagne d'opération gratuite organisée par l'Association ivoirienne des chirurgiens vient donner espoir à certaines de ces femmes. Reportage de Makamara et Damien Kofi. Anne vit avec un goitre depuis 15 ans, une maladie qui l'handicape socialement. À 57 ans, elle se cache. À cause de la maladie, ça là, même pour me regarder dans le miroir, là, je ne peux plus. Je ne peux plus me regarder dans le miroir. Aux cérémonies, on me filme et après on publie les images. Ça me fait mal. J'ai honte devant mes amis. Je n'arrive plus à m'habiller. Je ne porte plus de collier. Anne fait partie de ces dizaines de femmes venues au CHU de Trècheville pour être opérées gratuitement par l'Association ivoirienne des chirurgiens. Sur 200 femmes consultées, seulement 50 ont été prises en charge par manque de budget. Une intervention de ce type peut coûter jusqu'à 1 000 € habituellement, un obstacle pour la majorité des personnes victimes de cette maladie. Par exemple, l'étude qu'on a faite montre que 70% des personnes atteintes sont des femmes. Et l'augmentation du volume de cette glande-là se voit dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, à l'ouest, au nord, et serait en rapport avec un déficit d'iode dans leur alimentation. Donc cette campagne aussi, c'est pour mettre en confiance les malades qui en souffrent. La campagne a aussi pour objectif de former les chirurgiens venus de l'intérieur du pays pour augmenter les capacités de prise en charge de la maladie. C'est une technique qu'on utilise chirurgicalement parlant pour enlever une masse.
Mais derrière la masse, il faut voir une personne qui va retrouver une nouvelle vie, socialement parlant, parce que ces dames, elles ne sortent pratiquement plus. Elles sont obligées de mettre des foulards pour se masquer, éviter là où il y a la foule. Anna est opérée, elle est rentrée chez elle. Elle reprend doucement goût à la vie. Pour elle, c'est un nouveau départ. Mais d'autres attendent encore, faute de moyens. Avant de se quitter, on vous parle du lait de chameau et de ses bienfaits, 5 fois plus riche en fer que le lait de vache et non allergène. Dans le sud de la Tunisie, l'unique usine de pasteurisation de lait de chamelle du pays a ouvert grâce à une entrepreneuse et une chercheuse, Clémence Valère. Dans cette station expérimentale à Chechnou, dans la région tunisienne de Médénine, les chamelles attendent l'heure de la traite. Ici, sous l'égide de l'Institut des régions arides, on a pu développer des techniques de pasteurisation de leur lait. Le lait de chamelle a des propriétés antibactériennes et antivirales qui peuvent servir dans le traitement du diabète. Pour le docteur Amel Zboui, chercheuse à l'Irak, ce lait a énormément de potentiel, mais peu exploité. On a besoin d'efforts, plus d'efforts, pour qu'il y ait une collaboration entre le scientifique, le médecin, le biologiste et le pharmaceutique pour trouver une forme de ce lait-là qui peut être vendu comme médicament, comme alicament, comme complément alimentaire. Le projet est né en 2023 grâce à l'entrepreneuse Latifa Fifrita qui cherchait à investir dans sa région et faire valoriser un produit local. Elle s'est basée sur les travaux de Dr Zboui et son équipe. Si au début, c'était difficile de convaincre les éleveurs de lui vendre leur lait, aujourd'hui, elle dit qu'il y a un vrai rapport de confiance. Nous produisons aujourd'hui entre 350 et 500 litres par jour. Et notre objectif est d'atteindre 1000 litres par semaine, d'ici 1 an et demi à 2 ans. La station de traite sert aussi de centre de formation pour montrer aux éleveurs les avantages de la mécanisation. Un simple pot trayeur permet une production de 6 à 7 litres par jour par chamelle, contre seulement 1 à 2 litres par traite manuelle. Pour l'IRA, la mécanisation et la démocratisation de la filière du lait de chamelle pourra non seulement valoriser le produit, mais aussi créer de nouveaux emplois. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.